Bonjour à tous, merci pour cette invitation, le CINERPA. Je suis ravie de parler devant vous. J'espère que le titre de mon dernier ouvrage ne vous a pas trop effrayé. Ne vous inquiétez pas, ça n'est pas hystérique et c'est très terre à terre en fait, cette critique de la productivité. Je vais essayer de vous en parler un petit peu plus à la fin de ma présentation. Christophe, j'ai bien une demi-heure, hein? Oui? Exactement. Très bien. Mais pas plus. Mais pas plus, mais pas une minute de plus. Christophe l'a dit en introduction, en effet, ces temps-ci, on parle énormément de travail, on parle énormément d'une crise qui semble être protéiforme, qui recouvre pratiquement tous les secteurs. Si on s'intéresse pour commencer à cette histoire de recrutement, moi je passe d'un secteur à un autre, dans des univers professionnels différents, et tout le monde parle comme ça, isolément, de l'attractivité de leur secteur, de l'attractivité de leur métier, d'éventuels problèmes de formation, sans se connecter et sans voir qu'en fait le problème est bien plus systémique que cela. Quand on s'intéresse à tous les métiers du soin, à tous ces pink collars, les cols roses, ceux qui travaillent dans la santé, mais auxquels on peut ajouter aussi ceux qui travaillent dans l'enseignement, ceux qui travaillent dans les métiers domestiques, les auxiliaires qui travaillent à la maison, les assistantes maternelles, etc. Et bien, quand on met bout à bout tous ces cols roses, on arrive à des centaines de milliers, et même plutôt déjà, je pense qu'on dépasse largement le million de travailleurs, de travailleuses qui manquent à l'appel. Et c'est un peu comme si, plus généralement, puisque c'est beaucoup de secteurs qui sont concernés, il y a aussi des métiers masculins d'ailleurs qui sont concernés, hein, qu'il s'agisse de la construction, qu'il s'agisse des métiers d'artisans, etc. On a quand même envie de se demander, mais pourquoi? Et pourquoi on a une population active qui est nombreuse, on ne peut pas dire que les travailleurs manquent, ils n'ont pratiquement jamais été aussi nombreux. Comment se fait-il qu'il y ait cette impression de pénurie de la part des employeurs et tous sont unanimes, plus de 8 sur 10 employeurs disent éprouver de plus en plus de difficultés à recruter. C'est comme si les emplois proposés ne faisaient plus le job pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. Et j'aimerais vous parler un peu de ce désalignement dans le rapport au travail qui s'est opéré ces dernières années, essayer de dézoomer un petit peu et de vous parler justement de causes plus structurelles. Parce que ces éléments conjoncturels récents, ils ont révélé des choses qui ne sont pas nouvelles, qui datent probablement déjà d'une trentaine d'années dans ce désalignement. Alors pour commencer, je vais vous parler peut-être de l'alignement. De quel alignement parle-t-on? On a dans notre imaginaire, et c'est très fortement ancré en nous, un imaginaire du rapport au travail qui a complètement été façonné par l'école bleue. Et oui, au XXe siècle, on a imaginé un contrat, on l'appelle le deal fordiste, pas pour rien, parce que Ford, il a vraiment bien aligné les choses, qui était que, en échange, le deal était le suivant, en échange d'un certain nombre de contraintes, voire d'aliénation et d'appauvrissement du travail, par opposition à un modèle artisanal où on serait très polyvalent et on serait maître de tout. Donc en échange de ces contraintes que sont, et c'est important de les énumérer, les contraintes horaires, notamment avec parfois des horaires décalés, les fameux 3-8 chez l'école bleue, la subordination, vous n'êtes pas très libre de vos mouvements, vous êtes subordonné. Des contraintes évidemment de lieu de travail, cela va sans dire, des contraintes en termes de travail répétitif. Si on imagine Charlie Chaplin sur sa chaîne d'assemblage, il fait toujours la même chose. Donc toutes ces contraintes, ce package de contraintes s'est accompagné progressivement d'un agrégat de contreparties qui sont devenues très puissantes à partir du milieu du XXe siècle. Et dans ces contreparties très puissantes, évidemment, il y a le salaire, mais un salaire qui était plutôt en progression, avec des négociations collectives qui étaient très fortes, des syndicats, etc., de la protection sociale, l'accès à la santé, les revenus différés avec la retraite, l'accès au crédit bancaire sur la simple présentation d'une feuille de paie, vous prouvez votre solvabilité, vous avez accès au crédit et vous pouvez acheter... Si vous avez de la chance, un pavillon de banlieue, sinon autre chose, vous pouvez rassurer un bailleur et accéder au logement. Donc indirectement, le logement faisait partie de ce package-là. Et puis des contreparties de sens, parce que finalement, faire tourner les usines, c'était bon pour l'économie et on ne se posait pas tellement la question de
Est-ce que je suis en train de faire le mal, d'ajouter de la toxicité à l'économie, et j'en passe, hein. Je pense en particulier aux jeunes générations qui se disent que rentrer dans un deal, c'est ajouter de la toxicité à quelque chose, à l'économie, et c'est pas faire le bien, justement. Et donc tout cela faisait une espèce d'alignement parfait qui a vraiment façonné notre imaginaire et nos institutions. Il est important de dire qu'au XXe siècle, en fait, cet imaginaire-là, il n'a jamais concerné tout le monde. Et il n'a en particulier jamais concerné les cols roses. Les cols roses, historiquement, ont pratiquement toujours été exclus des éléments les plus vertueux de ce deal fordiste. D'abord parce que souvent, ces cols roses faisaient plus d'heures, étaient moins protégés, avaient moins d'avantages, d'avantages en nature et puis d'avantages symboliques en termes de valorisation. Moins rémunérés aussi, à l'époque, déjà au XXe siècle. Je prends un petit exemple historique qui est très frappant, c'est les États-Unis, où on a inventé le fameux deal fordiste. Il a vraiment été bien peaufiné sous Roosevelt dans les années 30-40. On a créé la sécurité sociale américaine en 1935, et la sécurité sociale américaine, qui ne parle pas de santé, hein, ça parle de chômage et de retraite, mais c'était quand même très important comme institution, elle a exclu les travailleurs domestiques, elle a exclu les travailleurs des champs. Pourquoi ? Certains d'entre vous ont peut-être une petite idée, parce que ces travailleurs-là étaient les descendants d'esclaves et que Roosevelt avait besoin de la collaboration, de la coalition avec les politiciens du Sud, racistes, qui, pour soutenir la sécurité sociale, ont voulu exclure ces travailleurs-là. Évidemment, l'histoire américaine, elle est très imprégnée de choses très particulières, mais en réalité, si on s'intéresse à l'Europe et à la France, on a des phénomènes un petit peu similaires d'exclusion de classes de travailleurs et de travailleuses. Pas de tradition syndicale, pas de, ou plutôt très très peu de négociations collectives, et puis une logique de valorisation qui est, on va dire, lestée par la concurrence du travail gratuit. Parce que beaucoup de ces activités correspondent en parallèle, il y a un énorme, c'est pas un marché, une énorme économie invisible, informelle, non rémunérée, qui se passe en partie à domicile, hein, sur le soin, sur le care, le fait de s'occuper des autres, qui est comme une espèce de partie immergée de l'iceberg que l'on ne voit pas, mais qui a une influence sur la pointe émergée, qui est celle du marché, qui est celle du travail payant. Donc tout cela fait que les cols roses, en réalité, bien qu'étant très influencés par l'alignement du deal fordiste, n'en ont jamais complètement fait partie. Et puis, pire que ça, au XXe siècle, ils ont progressivement donné lieu à un deal qui est devenu de moins en moins attractif pour les cols roses. Les raisons sont qu'on a appliqué les recettes du monde industriel, des recettes qui fonctionnaient pour les cols bleus, au monde des cols roses. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle évidemment d'une organisation scientifique du travail, de cadences imposées, comme si on était sur une chaîne d'assemblage, de cadences imposées qui souvent même s'accélèrent, des logiques de productivité, mais sans les contreparties attractives qui profitaient aux cols bleus. Au point que, pour les cols roses, très progressivement, je dirais que c'est une grande particularité du XXIe siècle, ces cadences imposées deviennent quasiment ce qui caractérise une partie de ces emplois, là où chez les cols bleus, ou en tout cas dans le monde industriel, on a un petit peu moins de cadences imposées. Ça concerne déjà moins de personnes et on a des métiers qui se sont valorisés, plus d'ingénieurs, des sites industriels qui sont plus automatisés. Il existe toujours des gens qui sont sur des cadences de chaîne d'assemblage, hein, ça existe toujours dans le monde industriel, mais c'est moins de monde. Alors que dans le monde des services au sens large, et des services à la personne et des services dans le care, on a de plus en plus ces cadences-là, hein, c'est-à-dire des rythmes de travail qui sont durs physiquement. Au point que, justement, ce rapport au temps définit même des éléments de souffrance au travail très particuliers sur le fait d'être privé de la possibilité de donner de l'attention, du temps d'attention, du temps de cerveau disponible, comme aurait dit l'ancien PDG de TF1, du temps
qu'on est capable d'écouter, de donner à quelqu'un de l'attention qu'on peut donner aux autres. Et ça a été très très visible pendant la crise sanitaire. Beaucoup d'infirmières, beaucoup de soignants ont dit ce qui est le plus pénible, au-delà de l'épuisement ou de conditions de travail qui peuvent être difficiles par ailleurs, c'est le fait de ne pas donner de l'attention aux gens, de ne pas donner l'attention qu'ils méritent aux patients, aux individus dont on s'occupe. Donc tout cela fait que le rapport au temps, les shifts comme à l'usine, etc., nous crée une espèce de gros désalignement, d'autant plus dommageable qu'en réalité cette histoire d'attention qu'on donne à l'autre dans la relation humaine, dans le travail de soins, elle est ce qui caractérise le travail de soins à l'opposé du monde industriel. Elle le caractérise parce qu'il existe dans cette attention que vous donnez à l'autre un élément de confiance très fort dans la relation, qui démultiplie la valeur du soin. Dans le soin, c'est très clair, hein, on parle en psychanalyse de projection, on parle du fait d'accorder sa confiance, et puis qu'il y a même un élément de soin dans la relation elle-même, hein, qui se joue dans la relation elle-même, et où du coup la qualité du travail, elle se joue là-dedans, dans cette attention, dans ce temps exclusif qui peut être donné. Du coup, l'emploi ne fait plus le job pour les pink collars. Ça, ce sont des raisons, je veux dire, qui sont liées vraiment au travail en lui-même, mais il y a d'autres raisons beaucoup plus prosaïques à ce désalignement. Dans les raisons beaucoup plus prosaïques, il y a des choses très concrètes, des contreparties. J'ai parlé du logement tout à l'heure dans l'alignement des cols bleus. On pourrait parler aussi du fait de se rendre au travail, ou du fait que pour les cols bleus, il y avait en général quelqu'un à la maison pour s'occuper des enfants, s'occuper de tout le reste. Et tout ça, ça fait un désalignement très fort dans des métiers, on va dire plus féminins, dans lesquels, par exemple, la question du logement est un goulot d'étranglement absolument massif, absolument colossal, et qu'on a toujours tendance à sous-estimer quand on parle de recrutement et de crise du travail. Je suis bien heureuse qu'il y a quelques semaines, le Conseil national de la refondation pour le logement a parlé, à propos de la crise du pouvoir d'habiter, d'une bombe économique, sociale et sociétale. Et j'ai envie d'ajouter une bombe pour l'emploi, pour deux raisons. La première, c'est que les coûts du logement ont augmenté beaucoup plus vite que les revenus du travail. Et ça, c'est vrai même pour des métiers mieux rémunérés, hein. C'est vrai pour tout le monde. Il y a vraiment un décrochage qui s'est opéré, qui du coup ne concerne pas ceux qui ont déjà leur logement. Bien heureux, ils voient leur richesse augmenter, mais tous les nouveaux entrants sur le marché. Et ces nouveaux entrants sur le marché sont du coup bloqués dans leur mobilité. Ça semble étonnant, mais la mobilité géographique, elle est bien trop faible. Or, elle serait un des leviers pour pouvoir recruter et attirer des nouvelles personnes. Le logement, il n'y en a pas assez, on n'en a pas construit assez, les prix ont augmenté de manière délirante, et du coup, cela ne fait plus, l'alignement n'est plus. Certes, on peut trouver un travail, mais si on ne peut pas se loger là où est le travail, énorme problème. Du coup, la conséquence de ça, c'est que pour beaucoup de nouveaux entrants, on habite beaucoup plus loin on a des temps de trajet beaucoup plus importants, ce qui ajoute une dégradation des conditions de la qualité de vie, pas que la qualité de vie au travail, des temps de trajet plus longs et ou des problèmes de mobilité, liés à la mobilité. Par exemple, quand vous êtes sur des horaires atypiques, le fait de vous déplacer, ça va être compliqué. Donc il faut une voiture, ou bien, et du coup, le prix de l'essence est un gros sujet, ou bien il faut des transports en commun, mais les transports en commun, à l'heure où vous vous déplacez, il n'y en a pas, des choses comme ça. Et où du coup, ces dimensions extrêmement terre-à-terre, de logement, de mobilité, elles entrent peu à peu dans le scope des employeurs, parce qu'ils se rendent bien compte que le goulot d'étranglement, il est là. Et donc on voit comme ça émerger des initiatives dans l'hôtellerie-restauration. Il y a des acteurs qui se mettent à mettre à disposition des logements de fonction. On parle pas de logements de fonction luxueux, on parle de ce qu'on voit aussi dans certaines zones géographiques, de dortoirs parfois, mais de dortoirs améliorés. On voit émerger, par exemple, à San Francisco, pour recruter des enseignants, comme c'est impossible de se loger à San Francisco avec un salaire de prof, la ville a mis des logements à disposition, logements simples à disposition, pour pouvoir avoir des enseignants devant les élèves. On voit émerger des choses comme ça. Sur la question de la mobilité, c'est pareil. Le fait de prendre la mobilité en compte n'est pas une nouveauté. Et puis la troisième chose, logement, mobilité, la troisième chose, c'est tout ce qui relève du care domestique.
Là aussi, on parle de métiers féminins, on parle de femmes pour une grande partie de ces travailleuses. Elles ont des enfants, elles ont des parents, pas forcément en situation de dépendance complète, mais qu'elles aident occasionnellement, voire régulièrement. Donc ce sujet du care qui regroupe la parentalité classique et l'aidance, sujet qu'on voit émerger dans le monde des ressources humaines de manière assez massive. L'aidance concerne aujourd'hui un salarié sur 5. C'est probablement sous-estimé parce qu'il y a beaucoup d'aidants qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'ils sont aidants. Qu'est-ce que c'est que l'aidant? C'est un nouveau mot qui est apparu comme ça. C'est quelque chose qui existe évidemment depuis toujours, hein, mais qui rentre dans le champ de vision des employeurs et de la réflexion sur les ressources humaines. D'ici quelques années, vous connaissez bien mieux que moi les enjeux des évolutions démographiques, le sujet de l'aidance va prendre de l'ampleur pour la population active. Un salarié sur 4, d'ici quelques années, sera aidant, puis on arrivera à un tiers dans une décennie. Ce qui veut dire, très concrètement, au-delà du fait qu'il y a un marché énorme pour vos activités, cela veut dire qu'il y a en effet une concurrence entre le travail gratuit et le travail rémunéré pour l'accès à ces personnes qui soignent. Très concrètement, si vous avez un bébé à la maison et qu'il n'y a pas de crèche, vous ne pouvez pas travailler. Si vous êtes chargé du soin d'une personne, quel que soit son âge, à domicile, vous ne pouvez pas travailler. Et si ce travail est gratuit, vous sortez du coup du marché, vous sortez de la population active, contrainte et forcée par la responsabilité que vous avez. On l'a bien vu sur le marché américain pendant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé sur le marché américain pendant la pandémie? Tout d'un coup, toutes les crèches ont fermé. Toutes les gardes d'enfants ont arrêté leur activité. Entre 4 et 5 millions de femmes actives américaines ont quitté le marché du travail, quelle que soit leur activité, qu'elles soient garde d'enfants parce que la crèche a fermé, ou qu'elles soient comptables ou avocates, elles ont arrêté de travailler. Donc vous avez une espèce de contraction qui est très liée à ces infrastructures qui permettent le travail. Et du coup, si on les met bout à bout, ces infrastructures qui permettent le travail, on a un sujet qui est plus large que la question de l'attractivité d'un métier ou que la formation d'une filière. On a le sujet de comment ces personnes peuvent-elles se déplacer, se loger et pouvoir travailler parce que sont mutualisés un certain nombre de services qui les libèrent de ce travail gratuit qui est fait au quotidien. Et donc là, on voit que si l'emploi ne fait plus le job, c'est que dans ces éléments d'alignement, ça fait davantage problème, et c'est pas pour rien que les cols roses sont en tête. Mais ça laisse aussi apparaître des leviers, ce désalignement. En fait, puisque ce contrat-là, j'appelle ça le contrat de labeur, dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage », le contrat de labeur fordiste, aliénation en échange de plein de contreparties attractives, il ne fait plus tellement de job. En revanche, il y a aussi des nouvelles alternatives. Évidemment, des nouvelles possibilités techniques, technologiques, la possibilité de télétravailler pour une partie des tâches, une partie des individus et une partie des tâches exécutées, la possibilité de se mettre à son compte, alors pas toujours par choix, mais parfois par choix, donc de redevenir un peu plus vers des valeurs de l'artisanat, d'aller vers plus d'autonomie dans le travail, vers plus de créativité, loin de ce one best way tayloriste qui caractérise l'organisation scientifique industrielle. Du coup, l'idée d'une revalorisation du travail, l'idée de remettre en question la nature même, la manière dont le travail est fait, la manière dont le travail est managé, émerge en puissance comme une aspiration très forte. Je voudrais plus d'autonomie, je voudrais plus de valorisation, je voudrais plus d'artisanat, je voudrais être maître de mon temps. Le rapport au temps devient une espèce d'axe structurant. Souvent, dans l'axe structurant, on parle de la différence entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. C'est très vrai, tout à fait. Et notamment par rapport à la question du logement, c'est une ligne de faille essentielle dans le monde du travail d'aujourd'hui. Mais il y a aussi une ligne de faille, un axe structurant qui est « suis-je maître de mon temps ?» c'est-à-dire capable de décider quelle minute j'alloue à quoi, puisque j'ai des objectifs et je sais maîtriser le temps pour y parvenir, ou ai-je des cadences qui sont imposées? Et puis dans le monde du XXe siècle, l'essentiel des cadences imposées, c'était imposé par la machine, par la chaîne d'assemblage,
Aujourd'hui, les cadences imposées sont imposées par des flux humains, des flux de clients, de patients, d'utilisateurs, etc., qui sont très très élevés, ou bien des cadences imposées par une surveillance électronique. Par exemple, prenez les centres d'appel, vous êtes contraint de faire un certain nombre d'appels à l'heure. Donc, ce sont des cadences qui sont imposées par des rythmes de productivité déterminés ou par souvent des ingénieurs et qui vont s'imposer à vous. Et donc la différence entre suis-je maître de mon temps et ne suis-je pas maître de mon temps, est-ce que mes cadences sont imposées ou pas, c'est là aussi un énorme axe structurant qui est très déterminant pour l'attractivité d'un certain nombre de métiers. En gros, je caricature, mais les métiers où les cadences sont imposées sont quand même plus durs, sont plus épuisants. Or, comme ça, vu de loin, 1 heure de travail égale 1 heure de travail. Et en fait, 1 heure de travail n'est pas égale 1 heure de travail. On l'a tous vécu d'ailleurs dans nos propres heures. On a des heures plus dures que d'autres. Ça dépend de ce qu'on fait. Et ça, c'est vraiment un élément déterminant à avoir en tête sur cette notion d'autonomie. Ça veut dire que dans les leviers, le fait de faire évoluer un certain nombre d'éléments dans la nature du travail, dans l'organisation du travail, dans la manière dont c'est managé ou moins managé, dans la liberté qui est accordée, dans l'autonomie qui est accordée, sont des éléments absolument déterminants pour l'attractivité d'un deal, pour un alignement. Et puis, les autres leviers, évidemment, sont les leviers qui sont liés à toutes les contreparties que j'ai évoquées. Dans toutes ces contreparties, on a je l'ai dit, la question du logement, la question de la mobilité, la question de la garde d'enfants, la question de l'accompagnement autour de tout ce qui constitue une bonne vie, finalement. Et ça invite, étant donné cette porosité croissante entre vie privée et vie professionnelle, qui touche très fortement les organisations, à questionner, justement, la manière d'aligner le deal. Donc, voilà, vous l'avez compris, il n'y a pas qu'une manière. Tout le monde ne va pas faire comme ces écoles à San Francisco et trouver des logements de fonction. Néanmoins, on a comme ça des héritages, parfois paternalistes, qui nous reviennent en mémoire et qui nous font nous rappeler que le rôle de l'employeur est variable dans l'histoire et peut évidemment prendre des formes différentes. Pour conclure, je vais vous parler en quelques mots de ce « En finir avec la productivité » qui vous a peut-être interpellé parce que le titre presque un peu, il est délibérément un peu choquant parce qu'après tout, quoi de mal à la productivité ? Je veux dire, tout le monde veut être plus productif. L'intérêt étant justement de ne pas gaspiller les ressources. Je suis bien d'accord avec vous. Faire plus avec moins, c'est une bonne chose. C'est d'ailleurs écologique. Donc tout à fait d'accord avec ça, cette définition première de la productivité. Le grand mais, c'est que la manière dont on l'a calculée dévalorise un certain nombre de tâches et un certain nombre d'individus. Dans l'économie, les économistes déterminent que, par exemple, un ingénieur qui travaille dans la tech est très productif, alors qu'une infirmière est réputée peu productive. C'est totalement arbitraire du point de vue de la mesure de la valeur, puisque l'infirmière, qu'elle soit d'ailleurs libérale ou pas, la valeur de son service est déterminée par une décision, en fait. C'est ce qu'on est prêt à payer. Et donc, le fait de dire que c'est peu productif, c'est quasiment tautologique. Ça correspond à la valeur qu'on lui met. Or, et c'est là la thèse de mon livre, c'est qu'il faudrait qu'on calcule la valeur complètement différemment, parce que cette infirmière, cette nounou, cette assistante maternelle, cette auxiliaire qui s'occupe d'une personne âgée, en fait, elle soutient la productivité de tous les autres. Quand son activité se dégrade ou disparaît, c'est tous les autres qui voient leur productivité se dégrader. Si votre crèche ferme parce qu'il y a une grève, vous n'avez pas la même productivité. S'il y a un problème de santé, que vous devez faire des kilomètres et des kilomètres parce que vous n'avez pas de service autour de vous, c'est votre productivité qui baisse, quoi que vous fassiez, quel que soit votre métier. Si vous avez des problèmes d'infrastructure, tout d'un coup, pas de SNCF, c'est votre productivité qui chute si vous avez besoin de vous déplacer ce jour-là. Toutes ces infrastructures collectives, ces services que nous avons développés, que nous avons valorisés au cours du XXe siècle, en se dégradant, ils tirent la productivité de tous vers le bas. Le en finir avec la productivité, il est là. La productivité n'est pas une notion individuelle à isoler. Vous êtes à la fois les victimes de ce désalignement dont j'ai parlé tout à l'heure, mais vous en êtes aussi une partie de la solution. C'est-à-dire que toutes ces activités de service dont vous faites partie sont ce qui soutient la productivité des autres. Vous soutenez la productivité de tous sur vos épaules.
Donc vos activités sont incroyablement productives. Donc arrêtez de dire à propos des cols roses qu'ils ou elles sont peu productifs. J'en ai fini. Merci beaucoup. Je n'ai pas dépassé le temps.